What's up tout le monde? Allô? Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du Day to Day Le podcast du Démarque présenté par Guru Energy. où on jase de marketing puis de parcours inspirant. Sans plus tarder, bonne écoute. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du Day to Day podcast. Un épisode assez spécial. Puis pour l'auditoire, je pense que ça vaut peut-être la peine d'ouvrir votre YouTube parce que aujourd'hui, on est dans les bureaux de Guru avec Carl Goyette, président CEO de Guru. Carl, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, merci. Je suis content que vous soyez là. Yes. Ça va être le fun, ça. Ouais, une péripétie. On a fait la route aujourd'hui, puis gang, il y avait une mini tempête dehors, mais au final, on s'est rendu, puis les bureaux sont super le fun, honnêtement. Air ouvert. Belle place, belle ambiance. Le monde, ça jase au bout de derrière. Puis on est vraiment content d'être ici avec toi. C'est de la bonne énergie chez Guru. Ah, exactement. Puis parlons de la bonne énergie. On est avec Seb. Ben, Seb, il est tout le temps là dans nos podcasts, mais Seb, en tant que tel, il est Rep Guru. On le mentionne pas, mais je suis représentant au Campus Lead à U-Laval pour Guru. Fait que on est ici, puis je suis content d'être là avec Carl, mon boss, que je vois pas souvent, mais je suis très content boss. de le On voir. voit plus sur Instagram. Ouais, sur le contenu qui apparaît. C'est bon, c'est bon. Puis on s'est dit qu'on pourrait commencer le podcast en goûtant aux nouvelles saveurs. Là, vous avez comme vraiment une primeur. C'est vraiment une primeur. Ouais, hein. Vraiment, vraiment. là. Tu sais, elles sont-tu sorties présentement ou sont sur le point? C'est pour ça qu'on en parle, c'est que c'est tellement sur le point de sortir Ok. qu'on se dit, on C'est vous un donne bon la primeur. Mais vous êtes vraiment, ça a été produit dans les derniers jours, donc vous êtes vraiment dans les premiers à y goûter. Trop cool. Fait qu'on se lance. Moi, j'ai limonade glacée. OK. Je pense, Carl, toi, t'as pamplemousse. Moi, j'ai une pamplemousse rose, Fait que les- tout dans le zéro sucre, l'avenir. Oh. Je pense que C'est pas stagé, là, parce que vous Non, l'aviez mais- vraiment. C'est vrai que vous l'aviez jamais Mais goûté. vous- là. J'étais ouverte d'avance pour les micros, mais honnêtement, je pense que c'est ma vraie vérité. Je l'ai ouvert il y a 5 minutes, puis j'avais hâte, mais là, je suis quand même content. Sincèrement, là. Fait que- Oh, wow. À date, c'est. Ce qu'on entend le plus, ce qu'on entend le plus à date, là, avec notre staff, c'est ça va être dur d'en boire juste une. Là, je suis comme OK. Ouais, puis la zéro, c'est la Zéro, nouvelle tendance, c'est ce qui Ouais. vous enligne vers la meilleure. C'est rendu. Aux États-Unis, c'est encore plus grosse tendance qu'au Canada. Là, mais aux États-Unis, c'est rendu que c'est plus que 50 de l'industrie. Plus que 50 de l'industrie qui est maintenant en zéro En sucre. zéro sucre. On n'en avait pas avant, nous autres. Là. Il y a différentes. Ça fait longtemps qu'on voulait faire du zéro sucre. Mais il y avait on n'avait pas les ingrédients naturels pour faire un zéro sucre qui goûte bon. On avait de la difficulté à faire ça avant. OK. Fait que c'est très, très facile de faire des zéro sucre si tu prends de l'aspartame ou de la sucralose, Ouais. comme la plupart de nos compétiteurs ils font, mais c'est des ingrédients chimiques qui ont une mauvaise réputation. Comme vous savez, nous autres, on fait rien avec des ingrédients chimiques. Fait qu'on avait de la difficulté à faire du zéro. On avait des produits réduits en sucre, OK. 3 grammes, 4 grammes, 5 grammes de sucre, mais de le faire un vrai zéro, c'était difficile. Puis là, on a eu des nouveaux ingrédients qui nous ont permis de le faire. On est super heureux. Puis c'est vraiment le thème de l'année 2025, les zéro sucre. Mais ça fait du sens, puis tu sais, je vais pas être le premier qui goûte puis qui dit que ça doit être bon non plus. Non, mais on pas le fait dernier plusieurs non tests, plus, on fait c'est plusieurs ça. recherches avant de les lancer. Fait qu'on est, donc on est confiant, Ouais, mais ouais. quand même, on a hâte de voir la réaction. Je pense que la réaction va On être a hâte bonne. de voir la réaction. Ah oui, la fin de session avec Ça la va pogner, limonade, là. moi, mon bord. Très cool. Fait que, ben, comme tous les podcasts d'habitude, là, notre but, c'est de faire un overview de Guru dans l'industrie, de parler de marketing, parler de ton parcours. Si je te lance tout de suite la parole, Carl, ça ressemble à quoi ton parcours entrepreneuriat, professionnel, personnel? Ouais. Tu viens de où? Ben, en fait, moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. OK. Fait que j'ai grandi en campagne, dans le coin de Farnham, Cowansville, ce coin-là. Puis mon grand-père était entrepreneur, mon frère est devenu entrepreneur, mon père était entrepreneur dans différentes entreprises. Que ce soit dans les bateaux de ski nautique, que ce soit dans... Mon grand-père avait un verger, mon père avait une entreprise de sonorisation. Il faisait pas des podcasts, mais de l'équipement comme ça. J'ai vécu ça toute ma jeunesse. Fait que, mais moi, j'ai étudié au HEC. J'ai manqué l'Université Laval, mais j'étais au HEC. Fait que c'était clair de toute ma vie que j'allais aller en administration, en business. J'avais un T-shirt quand... Ma mère arrive toujours de ça, puis j'avais un T-shirt quand j'avais, je pense, 8 ans. Puis c'était écrit « Je suis le patron ». Ça la fait rire aujourd'hui parce que je suis devenu le CEO de Guru, mais je savais que je voulais... c'est ça que j'allais faire dans la vie. J'ai jamais eu de doute. Là. J'ai pas passé par la phase je vais être pompier, je vais être policier. Là. C'était clair que j'allais en business. Par contre, quand j'ai gradué des HEC, je suis tombé dans les entreprises. J'ai fait plusieurs entreprises de consommation de masse pour finalement, j'avais mon cœur, c'était un cœur d'entrepreneur. Fait que là, en 2014, j'ai eu l'occasion de me joindre à Guru comme VP Vente et Marketing, mais aussi de devenir partner dans l'entreprise.
Donc, à ce moment-là, il y avait deux actionnaires qui quittaient. Moi, je suis arrivé, j'ai acheté les parts de 2 actionnaires qui quittaient avec la compagnie. Fait qu'on est devenus comme 3 partenaires dans l'entreprise. C'est comme ça, un peu ça que je suis arrivé dans un rôle de vice-président vente et marketing. Guru était beaucoup plus petit. Beaucoup plus petit à ce moment-là, mais on l'a fait grandir. Fait que, je pourrais vous raconter la longue histoire après, mais ça, c'est l'histoire de comment je suis arrivé chez Guru. Puis si on revient un petit peu en arrière, ça ressemblait à quoi tes postes, ton background, justement? Tu as dit que tu as travaillé dans diverses entreprises. Ça ressemblait à quoi ton marchandisage au début comme étudiant, représentant. Après ça, gestionnaire des ventes, donc directeur de district. Déménagé en Colombie-Britannique pour directeur régional des ventes, directeur national. Une bonne partie de ma carrière aussi en marketing, donc gestionnaire de marque, planification stratégique, directeur trade marketing, VP vente et marketing, puis finalement arrivé à Guru. Ça te donnait comme un avant-goût un peu de ce qui t'attendait ici chez Guru, là, ce que je comprends. J'étais un fan de Guru là, depuis, ça a été fondé Guru en 1999. Je graduais des HEC à ce moment-là. J'étais un fan de Guru depuis le début. Là. J'ai toujours bu du Guru puis rien d'autre. J'avais même développé comme un genre d'habitude que si j'avais un meeting important ou j'avais un moment important, ben je prenais un Guru parce que si je le prenais pas, j'avais l'impression que ça allait pas bien aller. C'était un peu autant dans ma tête que le réel. Mais là, des fois, j'avais un meeting important puis je courais au dépanneur, aller me chercher mon Guru. Il y avait juste le Guru original, là, à peu près, dans ce temps-là. Et que ça, c'était un fait qui est quand même unique. Même en 2002, bien avant, en 2002, je me suis marié. OK. Puis j'ai joint Guru en 2014. Mais en 2002, le drink officiel de mon mariage, c'était vodka Guru. J'ai des photos de mon mariage avec du Guru dans les mains, puis des filles qui font des vodka Guru. Puis à ce moment-là, je vous le jure, Guru, c'était pas connu. Mes tantes, personne ne connaissait les energy drinks. Là. En 2002, ça commençait. Ouais. Mes tantes, ils prenaient ça, ils me disaient « c'est bon, c'est bon. » Le party avait levé jusqu'à 3 h du matin. Les tantes, les oncles, c'était un party légendaire, là, vraiment. Là. N'importe qui était là se souvient. Puis là, ils se disaient « OK, le Guru avait rapport à ça. » Wow. Hey, c'est excellent quand même. C'est aujourd'hui. Je vais souvent raconter celle-là, mais dans un podcast, c'est intéressant. Puis sinon, le nom du podcast, c'est le Day-to-Day Podcast. Fait que c'est quoi le Day-to-Day d'un CEO de Guru? Qu'est-ce que t'en penses? Ben, ça doit être un peu avoir tous les chapeaux, faire le tour, puis ça doit être quand même la job. Un gros agenda. Il y a très peu de routine. Ouais. Hein? Fait que puisqu'il y a peu de routine, il faut en mettre de la routine. Mm-hmm. Hein? Parce que tu arrives à chaque matin et tu ne sais pas quelle surprise va arriver. Qu'on essaie, moi, je trouve que autant, je dis souvent ça, je ne suis pas quelqu'un qui aime la routine. Mais pour être performant dans un rôle de CEO, tu dois mettre de l'ordre dans ton agenda puis essayer de créer une certaine routine parce qu'il arrive une certaine liberté dans cette routine-là. Donc, je donne souvent l'exemple que moi, mes lundis, là, c'est un peu comme le jour de la marmotte. T'sais. Parce que mes lundis sont organisés et sont à peu près toujours pareils. Je commence les lundis le matin avec un meeting avec toute l'équipe, mon équipe exécutive. Je trouve que ça commence la semaine avec de la bonne énergie. Fait que ça, je sais que mes lundis matins sont toujours pareils. Puis j'essaie vraiment de protéger ça. Puis je demande à mon équipe de protéger les lundis matins. Puis mon équipe font aussi un meeting un peu plus tôt que le meeting exécutif. Ils font un meeting avec leurs équipes. Fait que quand on a notre meeting exécutif, tout le monde sait un peu ce qui se passe, c'est quoi les priorités de la semaine, c'est quoi les bonnes nouvelles, c'est quoi les roadblocks, en français, je sais pas c'est quoi les roadblocks, mais les difficultés, difficultés qu'ils rencontrent. Puis après ça, une fois qu'on a fait ce meeting exécutif-là ensemble, bien, je leur demande justement c'est quoi les difficultés, les objectifs. Puis j'ai mes meetings individuels avec chacun de mes membres les lundis. Fait que ça se répète beaucoup, mais ça me permet, comme dans le fond, étant donné que j'ai eu mon meeting exécutif et toutes mes rencontres avec toute mon équipe le lundi, bien, j'ai beaucoup plus de flexibilité dans le restant de la semaine pour soit aller rencontrer des clients, soit pour voyager, ou soit pour approfondir un peu plus stratégiquement. Parce que les meetings du lundi ne sont pas super stratégiques. Là. C'est très tactique. OK, c'est quoi qu'on fait cette semaine? Mm-hmm. C'est quoi la priorité? Qu'est-ce qu'il faut changer? Mais on explore un peu plus profond le restant de la semaine. Puis le vendredi, on essaye de... Le vendredi, c'est plus en fin d'après-midi. Là, c'est plus de planifier le meeting du lundi. J'envoie l'agenda à l'équipe, puis essayer de finir la semaine. Fait que j'essaie de rajouter des choses qui sont comme un peu plus routinières parce que il y a tellement d'imprévus dans un rôle comme ça. Puis est-ce que tu te gardes justement, à travers cette semaine-là, tu te gardes des buffers de je m'attends justement à avoir des imprévus qui rentrent là-dedans? Tu es habitué maintenant dans cet équilibre-là? Oui. Non, mais étant donné que j'essaie de garder quand même une flexibilité, habituellement, il va rester du temps. À moins que je voyage le mardi, mercredi, jeudi, mais il va rester du temps pour faire d'autres affaires. OK.
Puis, quand as-tu une famille, Ouais. comment ça se passe, la dynamique de CEO avec la famille? C'est toujours quelque chose que j'ai mis en priorité. Ouais. Fait que ça se passe quand même bien. Honnêtement, la business prend beaucoup de place. La famille, j'ai toujours gardé une place. Fait que, la partie que je dois compromettre un peu, c'est le côté personnel. J'essaie d'amener aussi des routines dans le côté personnel, des routines d'entraînement, des choses comme ça. Je fais beaucoup de sport. OK. La semaine, moins que je voudrais. J'aimerais ça amener la routine. Là, c'est une de mes résolutions 2025, d'amener une routine de faire, exemple, un training à chaque jour. Jamais d'en manquer un. Ouais. J'ai du monde dans mon entourage là, qui manque jamais un training. Et moi, je ne suis pas rendu là. J'ai toujours comme des affaires. Ça, c'est une de mes aspirations, mais je ne suis pas rendu là. Ah, mais certain. Là, on a fait un bon overview justement de ton parcours qui t'a amené à Gourou, mais parlons-en un peu plus de Gourou en tant que tel. T'es arrivé à quel moment précisément? Tu as dit 2014. Ouais. C'était quoi la situation de Gourou à ce moment-là? Gourou avait... c'était quand même une business qui avait eu un certain succès. On avait 5 millions de chiffre d'affaires. Fait que c'était quand même pas rien. Par contre, les ventes étaient à peu près... en français, c'était flat, c'était stable. Donc, on était dans une situation où moi, je voyais vraiment le potentiel de Gourou. Je connaissais la marque. Comme je dis, j'étais un fan de la marque. Puis là, je me disais, OK, avec mon expertise, avec ce que je vois, je pense que si j'arrive chez Gourou, je peux le faire exploser. On a vraiment... au départ, low-hanging fruit en anglais, ce serait... en français, ce serait les... Ça se traduit pas, je pense. Ça se traduit pas. Mais je trouvais qu'il y avait des opportunités faciles. Ouais. Donc, premièrement, une expansion de distribution. C'est la première chose que je trouvais Gourou n'était pas assez disponible dans les magasins. Fait qu'une première chose que j'ai faite, moi, à la base, j'avais beaucoup d'expérience de vente. On va essayer de rentrer Gourou dans beaucoup plus de magasins. Puis après ça, on a aussi tout un repositionnement de la marque pour vraiment positionner Gourou comme l'alternative naturelle, bio, meilleure pour la santé à nos compétiteurs chimiques. Okay. Ces deux choses-là ont vraiment propulsé la croissance de Gourou dans les années qui ont suivi. Super. Puis, y a-tu des tactiques marketing un peu plus précises que tu as senties qui ont eu un direct impact avec justement les retombées que ça a eu? Tu sais, par exemple, je pense à des choses comme votre arrivée à OD dans les débuts. Moi, c'est là que j'ai vraiment appris à Gourou. Un crime, ça a l'air bon, crime. On voit ça. Toi, tu l'as découvert dans Occupation Double. C'est dans Occupation Double. OD, ça a été une période forte pour quand j'étais très jeune, puis que j'étais gamin, puis j'écoutais Occupation Double, mais crime, je trouvais que ça a l'air d'un drink le fun, puis c'est à partir de là que j'ai commencé à le consommer. Puis là, depuis ce temps-là, la marque, elle a une certaine notoriété encore plus grande pour moi. Il y avait la vanne, l'activité OD, il partait. Les frigos, ça t'a marqué. Je me rappelle, j'étais jeune, puis je checkais ça, je disais, Gourou est là. Puis ça a fini que je travaille là. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Gourou a été créé autour de ces années-là. C'est fou, hein? Mais la réalité, c'est que le momentum qu'on avait créé avant OD, ça nous a permis d'aller dans OD. L'accélération de la marque de Gourou avait commencé bien avant OD. Je dirais même que la première année qu'on a fait Occupation Double, on avait été déçus, ça n'avait pas eu un gros impact. Okay. Puis, transparence, ça, c'est un peu un scoop, là, mais moi, je voulais pas faire Occupation Double au début. Vraiment pas. Il y a eu une phase où Occupation Double a été vraiment populaire, puis c'était vraiment hot puis cool. Mais avant ça, il y avait eu une période un peu sombre d'Occupation Double. C'était vraiment quétaine. C'était pas le même genre d'émission. C'est ça. C'était vraiment pas le même genre. Puis moi, j'étais comme, ça ne fit pas notre marque. Je trouvais que ça ne fitait pas notre marque. Puis là, en des discussions avec le réseau de télé, avec la production, c'est-à-dire qu'il y avait comme un virage qui s'opérait vers d'Occupation Double qui disait, OK, là, on s'aligne un petit peu plus. Puis nous, on prenait le côté aventure, le côté voyage, le côté se surpasser. Fait que, l'angle qu'on prenait dans Gourou, c'était justement amener de la bonne énergie puis la notion de se surpasser. Tu étais le partenaire des voyages. Pour ça, tu te souviens de la vanne. Oui, je me rappelle. Les candidats partaient avec la camper van, allaient découvrir, ils partaient en voyage. Fait que ça, ce côté-là, il y avait un côté aspirationnel de Gourou. Puis cette ligne-là, je disais, OK, ça peut fonctionner. Puis effectivement, deuxième année, troisième année, il y a une accélération, surtout quand on a fait un partenariat, quand Couche-Tard a aussi embarqué. Okay. Parce que là, on avait l'activation dans les émissions, mais il y avait aussi beaucoup dans les magasins. Parce que la première année, on a fait ça, je sais pas si la première année qu'on a fait, c'était au Bali. Ouais. Puis on avait signé, parce que, honnêtement, ça c'est de ma faute, là, mais parce que je voulais pas le faire, on a signé le contrat vraiment à la dernière minute. C'est à la dernière minute qu'ils ont réussi à me convaincre, genre au mois d'août. OK.
au mois d'août, puis la saison Ouais, commençait. c'est quoi, en automne, genre? C'est ça. Ouais. Fait que là, à Ship ça à Bali, Bali. là, exemple, shipper une palette de gourou gourous à Bali. Fait que les premières semaines, on avait un contrat avec OD Bali, mais il n'y avait pas de gourou dans l'émission. Là, j'étais comme, ouh, puis ça coûtait cher. Là. C'était un gros investissement pour nous autres. Puis là, j'étais comme, oh my God, on paye le gros prix pour ça, puis ça ne fonctionnera pas. Puis on n'avait pas eu le temps de préparer les magasins. T'sais. Fait que tu le voyais à la télé, mais tu n'arrivais pas dans les magasins et le voir. Les autres années d'après, Vous étiez prêts. on l'a fait beaucoup mieux. Certainement. Je pense qu'on l'a vécu un peu. Là. Moi, à partir de là, je comprenais mieux la marque. Puis je pense qu'il y avait même eu un segment dans un épisode il expliquait une genre de recette. Ouais, ça, là, ça avait été Puis je pense que c'est là qu'on a compris, oui, il y a l'aspect canette énergique, mais c'est là que j'ai compris le volet plus comme bonne énergie, que ça soit avec des bons aliments, tout ça. Ouais. Là, on mettait beaucoup d'emphase sur ça, sur essayer de faire comprendre, parce que c'était une marque qui était déjà, à ce moment-là, c'était une marque qui était quand même assez connue. Oui. Pas comme aujourd'hui, mais qui était un peu mal comprise. Beaucoup de gens qui pensaient que Gourou, c'était la même chose qu'un Red Bull, qu'un Monster. Ils voyaient ça comme une boisson énergisante. C'est chimique, c'est pas bon pour la santé. On a mis beaucoup de travail sur, non, mais regardez notre liste d'ingrédients. Vous voyez, c'est une liste d'ingrédients naturels et bio. On a mis... Puis là, dans une des missions, on avait... Cette émission-là, c'est que les candidats c'était en Asie, là, puis ils allaient chercher du thé vert, des quinacées, du ginseng. Ils avaient mélangé ça. On les avait fait faire... Le défi, c'était de faire la recette de Gourou, mais de le faire à la maison avec... Fait que ça avait été un moment fort, ça. Ça avait été compliqué de convaincre la production de faire ça. Ça va être facile à faire comme ça. Mais on pratiquait ça parce qu'il fallait s'assurer que ça fonctionnait. Là, fait qu'on faisait ça au bureau. Puis... Ah, wow. Ouais. Puis sinon, y a-t-il eu des moments clés par rapport à l'évolution de l'entreprise, comme par exemple, il y a une expansion assez rapide, puis le positionnement sur le marché? Peux-tu parler un peu de ce sujet-là? Bien, le début de la croissance, comme, mettons, si on prend le spectre de la croissance de Gourou, il y a eu des moments importants. Même avant mon arrivée, il y a eu une entrée aux États-Unis en 2005. Fait que ça, c'est quand même un moment important qui a ouvert le potentiel pour le marché des États-Unis. Le premier client aux États-Unis, c'est une bannière qui s'appelle Whole Foods. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est le plus grand détaillant d'alimentation, d'aliments naturels aux États-Unis. Ils ont 550 magasins à peu près à travers les États-Unis, puis c'est devenu un client hyper important. C'est notre plus gros client aux États-Unis. Ça a ouvert la distribution. Ça, c'est 2005. Après ça, les autres moments importants, bien, quand je suis arrivé, le repositionnement de la marque, puis l'expansion de la distribution, l'expansion de la force de vente, ça m'a donné une accélération. Hein. L'utilisation des médias sociaux. Quand je suis arrivé chez Gourou, il y avait 40 followers sur Instagram. Il y avait un compte, puis honnêtement, j'étais le VP Vente et Marketing, mais j'étais le VP Vente de jour puis VP Marketing de soir. Là, c'est une petite compagnie. Puis là, le soir, je gérais l'Instagram, puis je voyais des followers. Puis les relations avec les influenceurs, là, on n'a pas payé un influenceur en 2014, puis je pense que jusqu'à temps qu'on aille en bourse. OK. C'était vraiment simplement des produits gratuits. Puis des fois, des cadeaux. Des fois, c'est dire, hey, vraiment, on va donner un cadeau, quelque chose d'un peu plus. Mais j'avais quelque chose de contre la notion de payer des influenceurs. Parce que je me disais, ça devient un peu moins authentique à ce moment-là. Mais je reviens à la croissance. Fait que l'expansion des ventes, les collaborations avec les influenceurs, médias sociaux, spécialement Instagram. Puis après ça, Occupation Double, ça fait de la croissance. Après ça, les autres grands moments, ça a été l'entrée en bourse. Ouais. Donc, l'entrée en bourse, ça a été un gros moment. Ça nous a permis de lever des fonds. Ça nous a permis de réinvestir ces fonds-là pour développer des nouveaux marchés. Donc, l'Ontario, l'Ouest, mais beaucoup d'expansion aussi sur tout ce qui est e-commerce. Donc, notre site web, mais aussi Amazon aux États-Unis. Amazon aux États-Unis, c'est devenu notre plus gros client. OK. Puis Amazon aux États-Unis détiennent Whole Foods. Fait que ces deux-là ensemble sont très, très importants pour nous. Wow. Puis ils ont beaucoup d'accès à beaucoup d'informations parce qu'ils détiennent Amazon, connaissent l'information sur c'est qui magasine chez Whole Foods. Ceux qui magasinent chez Whole Foods, ils ont la carte Prime, donc les membres Prime. Ça devient vraiment une dynamique hyper intéressante pour nous autres. Puis je pense que, tu sais, on est des jeunes étudiants qui aspirent à des belles carrières professionnelles, mais on entend souvent parler justement, la game aux États-Unis, commercial, c'est complètement différent d'ici. Toi, ta perception de ça, le milieu de la canette au Québec / Canada versus aux États-Unis, c'est quoi les différences que tu vois? Bien, l'industrie est compétitive, plus compétitive, vraiment partout. C'est juste l'ampleur du marché. C'est tellement grand. C'est très. Pas le même nombre. Je pense pas que la compétition est nécessairement plus forte. Présentement, la compétition au Canada est aussi forte que la compétition aux États-Unis maintenant. Avant, là, il y a quelques années, il y avait moins de joueurs.
Mais il est arrivé beaucoup de joueurs américains. Fait que la compétition n'est pas moins forte au Canada. L'ampleur du marché est tellement grande que c'est très facile de te perdre. Fait que ça prend beaucoup de discipline. Et nous, c'est pour ça que notre stratégie est très, très, très se recentrer sur c'est qui le consommateur gourou. On a plus d'informations qu'on n'a jamais eues sur exactement c'est quoi le profil de nos consommateurs. Puis on essaie de respecter ça à la lettre. Puis de ne pas dire hey, ça ne donne rien d'essayer de se battre dans des détaillants où on pense que ce n'est pas notre clientèle, d'essayer de faire des campagnes marketing qui ne vont pas être directement ciblées. Dès que tu t'éparpilles un peu, c'est très, très facile de gaspiller beaucoup d'argent en marketing et en vente. Ben oui. Ça prend une rigueur et discipline. Puis, C'est quoi les plus gros défis que tu as rencontrés par rapport aux US? C'est la grandeur du marché. Le plus difficile, en stratégie, ce qui est toujours le plus difficile, c'est de dire non, d'avoir capacité. Il y a tellement d'opportunités, spécialement dans c'est très facile d'être tenté de dire oui à tout, puis de tout faire, puis de tout essayer. Même de garder une discipline, de dire non, nous, on est encore un terme anglais, mais on est un pure play energy drink. Il y a plein d'opportunités pour nous autres, exemple, de prendre Gourou, puis de faire plein d'autres produits, d'autres breuvages avec la marque Gourou. On a toujours dit non, on va rester Gourou, c'est une marque de boisson énergisante. Aux États-Unis, c'est un peu ça. Le plus grand défi, c'est de rester centré sur notre consommateur, sur des régions qu'on a décidées, sur notre stratégie qu'on va cibler, parce qu'il arrive à tout moment des opportunités de il y a un tel détaillant en Floride qui pourrait être intéressé. Hop, il y a un autre endroit à New York. Il y a telle chaîne de gym qu'on pourrait aller. Puis c'était parti, à un moment donné, trop large. C'est important de rester ciblé. Là, nous, ça fait quand même plusieurs années qu'on est ciblé sur la Californie, spécialement le sud de la Californie. Okay. Puis nos activités marketing, nos activités de détail sont ciblées là. T'sais, juste la Californie, en termes de population, c'est à peu près l'équivalent du Canada, juste la Californie. Mais en termes de consommation de boissons énergisantes, c'est 3 fois le Canada. Parce que les consommateurs, là, il fait beau à l'année. L'industrie de la boisson énergisante. La Californie, c'est 3 fois le Canada. Donc, une petite part de marché en Californie peut faire une grosse différence pour nous dans nos revenus. Puis, au niveau de la distribution, tout ça, c'est pas à côté de vos centres de distribution que vous êtes habitués de faire affaire habituellement. Comment ça se passe, justement, aller chercher un nouveau distributeur? Est-ce que c'est un nouveau distributeur ou est-ce que c'est un plus gros que vous aviez déjà ici, qu'il y avait C'est les mêmes distributeurs. Ça, c'est la chance d'avoir un aussi important détaillant comme Whole Foods. Parce que Whole Foods, on appelle ça un anchor account. Puis parce que Whole Foods, exemple, le distributeur attitré de Whole Foods aux États-Unis, ça s'appelle UNFI. UNFI. C'est le distributeur principal. Donc, une fois que tu es chez le distributeur de UNFI, qui distribue principalement chez Whole Foods, ça te permet d'aller chercher un paquet d'autres détaillants qui achètent eux autres aussi. C'est un distributeur national. Fait que peu importe t'es où aux États-Unis, c'est un détaillant, tu peux commander de UNFI. Fait que ça, c'est pas... Quand on décide de rentrer dans les nouveaux détaillants, c'est pas si compliqué que ça. Si certains détaillants veulent utiliser d'autres distributeurs spécifiques, c'est libre à eux. Là, à ce moment-là, on rentre là. Puis des fois, on va aller direct. Mettons, quand on fait chez Costco, on va vendre directement chez Costco. Ouais. Quand on vend des chaînes de gym, exemple, on va leur vendre directement à eux. Il y a plusieurs exemples qu'on va direct, sinon on utilise les distributeurs, les 2 principaux distributeurs d'aliments naturels. Mais la distribution, c'est pas ça le défi principal. Non. Honnêtement, créer la demande, c'est-à-dire faire connaître la marque. C'est un peu ce qu'on a parlé, tu sais. Ça, c'est une chance qu'on a au Québec. Là. On a un genre de micro-marché. Oui. Tout le monde écoute le bye-bye. Puis dans le temps, tous les jeunes écoutaient l'occupation double. Il n'existe pas vraiment l'équivalent de ça aux États-Unis, à part le Super Bowl. Ouais. Mais là, le Super Bowl, cette année, ça coûte 8 millions par 15 secondes. C'est incroyable, les prix. Là. Fait que, à 8 millions par 15 secondes, un jour peut-être, mais pas là. Mais juste la stratégie des Costco, ça a l'air quand même de bien fonctionner. Ouais. C'est vraiment une bonne idée. Oui, puis même au Canada, on fait ça. On pense que, premièrement, quand on revient sur c'est qui le consommateur gourou, bien, Costco, c'est bien connu. Costco a une clientèle qui est une clientèle plus col blanc, plus éduquée. C'est le principal détaillant d'alimentation naturelle aux États-Unis parce qu'ils vendent vraiment beaucoup puis ils ont priorisé ça. Fait que le consommateur de gourou, de Costco, c'est quand même quelqu'un qui privilégie des choix un peu plus santé. Okay. Donc, il y a une belle offre de produits plus santé. D'aller dans des Costco, on fait beaucoup de sampling ou d'échantillonnage dans les Costco. Présentement, au Canada, dernièrement, on a fait 450 000 échantillons dans les Costco au Canada. Fait que ça fait vraiment beaucoup de monde. C'est du monde qui ont peut-être déjà entendu parler de gourou, ils l'ont vu, mais ils l'ont jamais goûté. Là, ils font comme « Ah, je l'ai goûté, oui, j'aime ça. » Je pars avec une caisse de 12. Puis là, j'arrive à la maison, j'en bois, j'en partage. Ça dure la roue.
La roue est partie. Tu as découvert la marque. Après ça, qu'ils le rachètent chez Costco plus tard ou qu'ils le rachètent chez Couche-Tard, c'est pas grave. Donc, c'est une belle façon de le faire connaître puis de leur en vendre une caisse en the spot. C'est drôle parce que à l'université, on est super théorique puis tout ça dans nos cours, mais de quoi qui ressort souvent, point de vue justement consommation de produits, c'est faire goûter ton produit justement à un consommateur prospect un peu. C'est ce qui vaut le plus cher quasiment parce que tu fais goûter directement avec ta marque, avec ton produit. Fait que, ça vaut cher ce que je comprends. C'est mais spécialement dans l'alimentation. Par contre, il ne faut pas penser que c'est la seule chose qui est importante. Parce que tu fais goûter ton produit, mais que tu n'as pas bâti, spécialement la boisson énergente, là, il y a tout un style de vie ou une marque lifestyle à bâtir. Une marque de boisson énergente, c'est un peu comme une marque de mode. Ça dit, il y a comme un statement, là, puisqu'on est dans un cours de marketing, là, en anglais, ils appellent ça des self-expressive benefits, mais ou le badge value, mais c'est dire, ça dit quelque chose. Un buveur de gourou, c'est un peu comme dans la bière. Un buveur de Budweiser, c'est pas nécessairement le même style qu'un buveur de Heineken ou un buveur de microbrasserie. Ça envoie un message. Tout comme quand les marques de vêtements, ça envoie un message, les marques de souliers envoient un message, les marques d'auto envoient des messages, bien, des energy drinks, ça envoie un message. Donc, le positionnement de la marque est hyper important. Fait que ton produit, il peut vraiment être goûté bon, mais il peut être vraiment santé. Si les gens ne comprennent pas les valeurs de ta marque, puis ne s'associent pas à ta marque, tu n'auras pas de succès. C'est vraiment, spécialement dans l'industrie des boissons énergentes. C'est pour ça que c'est aussi dur. Il y a des milliers de marques de boissons énergentes qui ont lancé, puis il y en a très peu qui ont survécu. Là. Il y en a juste vraiment quelques. C'est vraiment difficile. Okay. Super. Puis là, on a effleuré des beaux moments, justement, de la croissance de Gourou. Puis il y en a un que je voulais qu'on parle, justement. Puis c'est justement la fameuse refonte un peu de la canette, un peu du branding aussi à travers ça. Tu veux-tu nous en parler? C'est à partir de où? Puis c'était quoi votre objectif de celle-ci? Oui. Il y a plusieurs éléments. Il y a une partie dans ça qui est confidentielle parce que c'est ancré sur beaucoup de recherche consommateur. Donc, tu sais, c'est pas... ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas le fruit du hasard. T'sais, c'est pas comme si un matin, on s'est dit « Oh, on va changer ça. » Ça look good. Ça look good. Il y a quand même pas mal, il y a quand même pas mal de recherches. Ce que je peux vous dire, c'est on a non seulement compris mieux les consommateurs de boissons énergentes, mais on a essayé de vraiment aller loin dans qu'est-ce qu'ils recherchent. Je pense que je ne vous dirai pas de surprise que les consommateurs ils recherchent l'énergie. Right? Ça, c'est la première chose. Tu achètes une boisson énergente. Qu'est-ce qu'on fait pour y donner plus d'énergie, plus de fonctionnalité? Deuxième chose qui sortait, c'est que le consommateur, quelque chose qui n'était pas vrai, mettons, il y a une dizaine d'années, mais qui est vrai aujourd'hui, c'est l'importance des saveurs. T'sais, juste là, une dizaine d'années, tu avais comme Red Bull, ça goûte Red Bull, puis Monster, ça goûte Monster, puis Gourou, ça goûte Gourou. La notion des saveurs était comme inexistante. C'est vrai. Mais là, le marché a beaucoup évolué, puis les gens veulent découvrir, explorer plusieurs saveurs. C'est un parallèle peut-être avec l'industrie de la microbrasserie. T'sais, avant, ça recule très longtemps, le monde dit moi, je bois de la Labatt bleue ou moi, je bois de la Molson. Là, c'est beaucoup plus complexe aujourd'hui. Donc, fait qu'il y avait une notion de dire comment est-ce qu'on fait pour amener les saveurs, comment on fait pour amener plus de fonctionnalité, donc le côté focus, le côté boost, mais aussi de faire vivre. Le logo était un élément de design dans l'élément, mais le logo, il vit un petit peu plus par lui-même, cristalliser le logo. Fait qu'il y a rester là, mais il y a un côté énergie, il y a un côté saveur, il y a un côté fonctionnalité dans ça. Puis après ça, il y a un côté design artistique dans ça. Mais que ça soit autant sur la canette que sur le paquet de 4, on a essayé d'y amener, regarde, choisis la bonne énergie, plus de couleurs, plus de dynamisme dans cette affaire-là. On pense vraiment que c'est un bon changement, puis le consommateur a super bien répondu. Après qu'on a fait ça, on l'a aussi testé en recherche. Puis le nouveau packaging, il bat en recherche l'ancien packaging, mais de loin. Vraiment de loin. Wow. Fait que c'est un succès. Je pense pas que c'est fini. Non. Une marque qui évolue à travers le temps. On n'est pas... Si tu regardes où est-ce qu'on était justement en 99 versus où est-ce qu'on est aujourd'hui, c'est très, très différent. Puis ça va continuer d'évoluer. Oui. Je pense pas que c'est une finalité puis de dire pour toujours, c'est le design final de la canette. Là. On va évoluer avec nos consommateurs. Puis je trouve ça le fun un peu. Tu parlais tantôt, le marché québécois, c'est un marché qui est super proche un peu, même dans une vaste province. Là. Mais on voit le nouveau changement de branding, tout ça, mais moi, je vois ça comme Gourou, genre, change leur marque, c'est le fun. Puis on voit
j'ai l'impression que je partage un peu votre croissance avec vous autres parce que j'en consomme Tu vois régulièrement. l'évolution. Puis je suis comme, c'est le fun, crime. Le drink que je bois quasiment toutes les semaines a changé son packaging. Il évolue comme moi, j'évolue aussi dans la vie. Tu sais. Oui, il y a un élément, je suis d'accord avec ça. Je pense qu'il faut suivre les tendances sans nécessairement aller trop. Trop rapidement, non, c'est ça. Dernière tendance en design, c'est ça, on fait ça. Mais il y a clairement, il y a une évolution dans le style de design, le packaging. Tu sais, on travaille avec des agences, on travaille avec des gens à l'interne, des créatifs qui sont super bons, puis on teste des affaires. Puis là, honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va avoir l'air la prochaine canette. Ouais. Mais Là, je serais vraiment surpris. C'est ça, elle vient juste là. Mais je serais surpris que dans 10 ans, elle soit identique à ce qu'elle est aujourd'hui. Je serais surpris. Okay. Sinon, on pourrait embarquer dans le branding. Oui, mais c'est pour ça. On parlait un peu du branding, tout ça. Puis on a effleuré le sujet du marketing d'influence tantôt. Je pense que maintenant, on le voit vivre justement à travers, par exemple, vos reps, gourous qui prennent pas nécessairement le rôle de créateurs de contenu officiel, mais qui en font par la bande, ne veut pas à partir de leur rôle. Votre stratégie de marketing d'influence, ça ressemble à quoi? C'est quoi vos objectifs? Comment vous vous apprêtez? Bien, tu sais, il y a le marketing d'influence, mais il y a aussi toute la notion de contenu. Je pense que je veux quasiment partir du contenu parce que, que ce soit un campus lead, que ce soit un athlète, que ce soit un influenceur typique, que ce soit à travers un podcast, c'est une façon que les gens entendent parler de la marque. On essaie toujours, je pense que la règle numéro 1, c'est l'authenticité. C'est peut-être la règle qui est la plus difficile avec les influenceurs. Parce que c'est facile de tomber dans « on a une campagne marketing, on a besoin de 100 influenceurs. Je prends une agence, j'engage une agence qui va me recruter 100 influenceurs, puis je vais leur dire voici le script, #gourou, #bonne énergie, 500 $ par influenceur. » Une campagne comme ça peut donner une certaine notoriété, parce que s'il y a 500 influenceurs qui parlent d'une marque en même temps, tout le monde entend parler, ça ne veut pas dire que ça va être une notoriété qui va driver de la conversion. C'est comme si on prend la fameuse entonnoir, on va peut-être rester très en haut, mais créer de la notoriété qui n'est pas de la bonne notoriété, donc qui ne crée pas d'une considération, qui ne génère pas de l'essai, t'envoies peut-être pas le bon message. Puis en même temps, si l'influenceur promouvoit peut-être 10 marques par semaine, mais c'est ça. Pas tant... Fait que, nous, on essaie de... C'est pour ça qu'on le fait à l'interne. C'est pour ça qu'on a des gens qui essaient de développer une relation à long terme avec les influenceurs. C'est pas sur la quantité. Vous les gardez à long terme. C'est ça. Que ça soit authentique. Pour moi, la base, je suis toujours avec l'équipe, la base, c'est de dire, hey, quand on parle d'un influenceur, est-ce que c'est un consommateur de gourou? Est-ce qu'il a déjà goûté? Une fois qu'il a goûté, c'est quoi son produit préféré? C'est dans quelles occasions qu'il consomme? On peut-tu ne pas lui demander de faker puis de dire moi j'aime. Peux-tu lui demander de juste utiliser gourou dans une occasion où il l'utiliserait de toute façon puis que ça ait l'air naturel? Moi, c'est encore plus important aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Au début, il y a 10 ans, c'était comme le début des médias sociaux, le début. On est tous habitués là, de voir. Paid ad. Tu le vois tout de suite là, que c'est comme une collab. Puis ça a beaucoup moins d'impact qu'avant. Si c'est pas authentique. Mais ça reste quand même important dans votre stratégie. 100%. C'est juste de s'en prendre la bonne manière. C'est important quand c'est authentique. C'est important quand c'est des gens qui sont inspirants. C'est important quand c'est des gens qui ont la bonne audience, qui parlent aux bons consommateurs gourous, puis qui ont quelque chose à dire, qui ont quelque chose de peut-être inspirant à partager. Plutôt que quelqu'un qui est devenu populaire, des fois, ça peut être très, très superficiel. Il y a des gens qui ont beaucoup de followers sur Instagram, par exemple, à cause de l'apparence physique. Mais au-delà de l'apparence physique, est-ce qu'il y a quelque chose de plus dans cette personne-là ou c'est vraiment juste l'apparence physique? Fait qu'il y a un travail en arrière de ça. On pourrait aussi parler, on a effleuré ce sujet, là, mais on pourrait parler de la stratégie des campus leads puis de l'importance de cette audience pour la marque. Ça va chercher les étudiants. C'était quoi la stratégie par rapport à ça? Puis à partir de quand ça a commencé, tout ça? Ça fait très longtemps parce que ça fait partie de l'ADN de la marque. Là. Ça prend pas une grosse recherche marketing. De comprendre que c'est qu'on en a besoin. Il y a une réelle occasion de consommation, mais il y a aussi une réelle connexion avec la marque. On parle de, sans aller trop loin dans le consommateur gourou, si je vous dis des gens généralement plus éduqués, généralement col blanc, des gens qui font attention à leur santé, bien, ça t'amène rapidement vers les universités. La réalité, c'est que notre clientèle, ce n'est pas toujours les plus jeunes. Ce n'est pas le typique adolescent délinquant, la clientèle gourou. Il y a comme une genre de maturité, même dans le nom. Le nom gourou, ça a une espèce de sagesse. Il y a comme une espèce de sagesse de maturité.
Fait que c'est pas une marque qui est délinquante. Là. C'est pas une marque d'un adolescent de 14 ans. Mais les universitaires, la réponse courte à ta question, c'est que pour nous, les universitaires, c'est un peu les futurs consommateurs de gros. Puis c'est eux qui devraient, avant tout, consommer des gros. C'est des gens qui vont comprendre que boire une boisson chimique comme Monster et Red Bull, ben c'est pas bon pour ma santé. Qui vont comprendre qu'il y a d'autres choses au niveau des valeurs. Le sport extrême, c'est correct. Le sport, le motorisé, les monster trucks, c'est correct. Mais il y a aussi d'autres valeurs que d'autres marques peuvent projeter. Puis Seb, j'ai envie de te poser une question à toi, en fait, parce que c'est toi qui le vis directement. Comment c'est être Rep Guru, justement? C'est quoi la dynamique? J'ai l'impression même que vous êtes proches entre universités aussi. Là, entre vous avez l'air de faire des activations ensemble, des journées d'événements. Ça se passe comment? Sincèrement, ça paraît peut-être pas, mais ça a changé ma vie universitaire. Ah ouais. Ça reste que tu te fais tellement, de contacts, puis tu parles à tout un peu les associations, tu connais du monde, puis la proximité que tu as avec les campus, même s'ils sont, exemple, à Ottawa ou à Montréal, c'est vraiment le fun. On a un groupe chat, puis on se texte tout le temps un peu mutuellement. Puis on a des activations, comme vendredi, j'en ai une à Sherbrooke, puis ça va être super le fun. J'étais avec le représentant de Sherbrooke, puis j'ai bien hâte de le voir. Je l'ai jamais vu encore. Okay. Fait que c'est vraiment nice. Sérieux, ça a changé ma vie universitaire. Autant l'implication dans le démarque. Sérieux, c'est vraiment le fun. C'est un bon outre que le fait que tu te demandes tout le temps du monde qui veulent avoir des canettes d'eau. Au début, je le cacherai pas. Quand tu commences, c'est un peu choquant de voir « Hey, tu peux avoir une gourou. » Ils disent pas « Salut », ils disent « Je veux une gourou », mais à un certain moment, tu t'habitues, puis ils comprennent aussi que t'es pas juste là pour ça, puis il faut le donner au bon moment. Il faut qu'il y ait une visibilité en retour. Tu donnes pas ça de même. Fait que c'est vraiment choquant au début, mais en ce moment, je trouve que ça va super bien, puis le monde y a compris. Là. Fait que c'est vraiment nice. Mais c'est fou parce que c'est un programme qui a un impact, qui a un gros impact. Sincèrement, j'en doute même pas. C'est quelque chose, tu sais, quand on fait notre planification stratégique, puis on regarde c'est quoi nos priorités, c'est toujours quelque chose qui. Il n'y a jamais personne qui se dit on veut canceller ça. T'sais. C'est extrêmement difficile. Hein? La compétition est forte aussi sur les campus, autant au niveau de la distribution. Mais sentez-vous, si vous n'avez pas votre pied à terre dans cette stratégie-là, ça fait en sorte que il y a peut-être d'autres compétiteurs qui vont prendre le dessus sur cette partie-là, puis elle est quand même assez importante pour vous. Ouais. Le pire, c'est qu'à court terme, ça ne change rien. Ouais. Si tu arrêtes le programme universitaire 1 an ou 2 ans, c'est pas sur le court terme que ça change. Il n'y a pas de retour sur l'investissement immédiat. Ça coûte quand même, c'est un programme qui coûte cher, autant en produits gratuits qu'en commandite, que payer les salaires de toutes les. Ça coûte cher, ça. C'est comme c'est un investissement important pour nous autres. Puis si tu regardes le retour à court terme, c'est difficile à quantifier. C'est pas comme quand tu fais du digital marketing, tu vois combien de. Tout est mesurable. Ça, c'est un peu plus difficile à mesurer. Mais on y croit, on ne questionne pas, on y croit. Puis c'est vraiment le long terme de la marque. Tu bâtis. À long terme, c'est. Une marque. Et combien de fois, des gens, même du monde comme moi, là, moi, j'ai 47 ans, puis c'est autour de ces années-là que j'ai commencé à boire des boissons énergentes. Puis combien de fois je rencontre des gens qui disent « Ah, moi, j'ai bu ça dans mes années universitaires. » C'est grâce à vous que j'ai passé à travers mon bac. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Ça peut être régulier. Et combien qu'on a de photos de monde qui gradue, qui prennent une photo de graduation avec la canette. Il y a des chances que je le fasse. C'est incroyable la quantité de ça. Là. Certainement. Puis, tu sais, maintenant, vous êtes déployé quand même jusqu'aux États-Unis, puis au Canada quand même à grandeur. Est-ce que votre stratégie de Campus Lead a été établie partout au Canada direct d'une shot ou on va focuser sur quelques universités au Québec, après ça, on va s'établir dans d'autres campus? Ça commence au Québec. Ça commence au Québec. Ouais. Après ça l'a étendu un petit peu dans le reste du Canada. Un petit peu en Californie aussi. OK. Ouais, mais le présentement, un peu moins. Ça devient aussi une question de, il faut gérer ces ressources-là. Les campus, il y a moins de distribution. Guru est moins disponible aux États-Unis. Fait que l'opportunité de convertir ces programmes-là dans des ventes est un peu plus longue. Fait qu'on on va faire des partenariats avec certains étudiants, mais c'est-à-dire qu'on a des campus leads aussi élaborés aux États-Unis un peu moins. OK. Puis là, je vois le temps filer, puis je veux juste m'assurer qu'on prend plus jaser de nos points super le fun. Un peu, l'avenir de Guru, ça ressemble à quoi pour les prochaines années, à court, moyen, long terme? Si tu veux me donner un overview, as-tu des projets? Ben, là, on a parlé de la canette tantôt, au début. Les prochaines saveurs. Oui, exact. Prochaines saveurs. Ça ressemble à quoi ta vision de Guru à long terme? Bien, l'innovation va continuer à faire partie de notre stratégie. Puis ça, c'est plus du court terme. Parce que l'innovation, c'est comme un peu quelque chose qu'on doit faire maintenant. Mais à long terme, la mission d'entreprise, c'est de faire le ménage de l'industrie des boissons énergentes. Donc, ça, c'est un peu large. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas juste dire je veux que les gens arrêtent de consommer des boissons chimiques puis qu'ils consomment des boissons énergentes naturelles. C'est déjà une bonne partie de ça, mais c'est beaucoup plus large que ça.
c'est aussi de changer la réputation de cette industrie-là. Tu sais, c'est une industrie qui a quand même, pour encore une bonne partie de la population, une mauvaise réputation. Il y a encore pas mal de gens qui pensent que c'est mauvais pour la santé puis qu'ils devraient arrêter parce qu'ils ne connaissent pas nécessairement Gourou, ils ne connaissent pas les bénéfices d'une boisson énergente. Et nous, on se positionne beaucoup plus proche de dire, il y a pas très peu de controverses autour d'un café. C'est quand tu vois quelqu'un prendre un Starbucks le matin, il y a très peu de dire hey, c'est mauvais pour la santé. Personne ne va regarder ça. Hein. Mais quand tu regardes un gourou, c'est à peu près, surtout un zéro, il n'y a pas de sucre, c'est de la caféine, de thé vert, juste des ingrédients naturels. C'est le même genre. C'est une source d'énergie différente qui donne plein d'énergie, mais juste une façon différente de le consommer. Fait qu'on veut changer la réputation de cette industrie-là. Puis pour y arriver, naturellement, il faut avoir un impact, il faut grandir. Puis on veut devenir comme on veut que ça soit clair, de façon indéniable, que Gourou est le leader de l'industrie des boissons énergisantes. Wow. Honnêtement, c'est fort. On veut clean the industry. C'est ça qui est dans la signature. Je pense. Ça, clean up the energy drink industry. Puis niveau États-Unis, on a parlé de la croissance qui a voulu qu'elle soit progressive, mais qu'elle soit faite d'une manière responsable un peu, qu'elle soit stratégique puis pensée. Y a d'autres expansions que votre objectif, si on se plonge un peu dans le rêve, votre but, c'est-tu de conquérir comme les États-Unis au complet ou... Oui. Ouais. Oui, absolument. Mais tu sais, c'est vraiment nord-américain, notre vision pour l'instant. Encore une fois, on a parlé de focus là, dans le début du ce serait... Il y a plein d'opportunités ailleurs dans le monde. Il reste que... Juste l'industrie des boissons énergisantes en Amérique du Nord, c'est rendu à 23 ou 24 milliards de dollars. Hein. Fait que, nous, on est une compagnie qui a à peu près 30 millions de chiffre d'affaires dans une industrie de 24 milliards. Fait que, juste en restant en Amérique du Nord, il y a encore énormément de place pour grandir. Plutôt que de dire, mais oui, il y a des opportunités à Dubaï, il y aurait des opportunités en Asie, des fois, on a des appels d'Europe, en France, le fait qu'on est Québécois, certains de nos influenceurs qui ont du reach, par collaboration du contenu qui sera en France. Beaucoup d'opportunités, mais dire là, ouvrir... c'est pas... On dit pas non, mais quand on parle de la vision, là, c'est vraiment de faire un impact sur l'industrie des boissons énergentes naturelles et bio en Amérique du Nord. Ça, c'est pour les 10 prochaines années. Puis si ça va vraiment bien, peut-être qu'on ira ailleurs, mais on a déjà beaucoup de pain sur la planche avec ça. Ah, j'en doute. J'en doute pas. Puis, on est maintenant rendu à notre segment des questions surprises, en fait, qu'on fait avec nos invités. C'est le segment commandité par Gourou, tu sais, qu'on le brand, notre segment Gourou. Ouais, le segment Gourou. OK, vas-y. Puis, ça tombe bien parce qu'on est avec Carl aujourd'hui, le CEO de Gourou. Fait que, vas-y, Je peux commencer. Le moment le plus marquant, comique de ton parcours avec Gourou. Tu peux nous dropper un scoop. Je suis sûr qu'il y en a des bonnes. Le mariage de tantôt. Mais là, le mariage... ça, c'était pas quand même... elle, Le mariage le plus marquant... OK, mais il n'est pas comique, mais marquant à l'entrée en bourse. C'est quelque chose, c'est une opportunité once in a lifetime. Là. Je suis vraiment, vraiment plein de gratitude d'avoir vécu ça. Autant, c'était extrêmement intense pendant plusieurs mois. Là. Ingy, notre CFO et moi, là, on a travaillé 7 jours sur 7 pendant des mois pour faire arriver ça. Il y a quelque chose un peu de magique là, le jour que ça arrive. Tu as pris une compagnie privée, amener une compagnie publique, c'est une chose que... Premièrement, c'est rare les entrepreneurs qui ont réussi à faire ça. Deuxièmement, je pense pas que tu refais ça 2 fois dans ta vie, honnêtement. J'ai voulu te donner une question avant qu'on se lance dans l'autre question. Là, mais ça se passe comment une journée quand tu te lances en bourse? La fameuse journée où le nom Gourou apparaît. Ouais. Est-ce que tu es devant une TV avec un peu surréaliste. Ouais, c'est un peu surréaliste. Là. C'est tellement intense pour y arriver, tout ça. Il se passe tellement d'affaires, il y a tellement d'avocats, puis de comptables, puis il y a des gens qui, on dirait, quand ça arrive, OK, c'est fait. C'est pas... Nous autres, c'est arrivé dans le COVID aussi, là, fait que c'était fait virtuel. Là, fait que là, on a sonné la cloche virtuellement. Là, fait que j'imagine que si on avait été à Toronto, sonné la cloche en personne, ça aurait peut-être été... plus marquant. C'était un élément marquant parce qu'on avait tous nos employés sur l'écran, puis c'était que... Mais c'est plus le chemin pour y arriver. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui est... C'est un parcours qui est ardu, là, faire ça. Avant, c'est bien plus... Quand tu arrives là, finalement, c'est un soulagement. Ouais. Wow. Je me lance pour la deuxième qui est assez comique, je la vois venir. Combien de gourous tu consommes par semaine? 1 par jour. 1 par jour. 1 par jour, tout le temps. Pour moi, on a 2 occasions. Là. Il y a comme les consommateurs principalement l'utilisent soit avant ou après le sport, l'entraînement, ou ce qu'on a dit encore en anglais, le afternoon pick-me-up, c'est en français
mon petit Ouais, boost le petit d'après-midi. boost Moi, c'est mon d'après-midi. petit boost d'après-midi. Fait que c'est soit en dînant ou un petit peu après le dîner. Là. Parce que pour moi, ça a vraiment un effet. Là. Gourou, moi, je prends ça puis ça me donne de l'énergie. Fait que si je le prends plus tard, je ne vais pas dormir. Je vais dormir plus tard. Fait que je le prends pas après. Jamais je vais prendre un gourou après 5 heures, à moins que je sors puis je sais que je vais réveiller vraiment tard. OK. Wow. Puis j'en profite, c'est lequel ton gourou préféré? Ça, c'est comme demander si c'est quel ton enfant. C'est vrai. Pour vrai, mais le pire, c'est que je dis ça vraiment sincèrement. T'as pas de sœur J'ai préférée. pas de- C'est une rotation Je passe vraiment d'un à l'autre. Là. Vraiment. Puis là, tu sais, en général, je vais me mettre à consommer un petit peu plus les dernières innovations. Puis c'est plus comme Ben, quasiment professionnellement, là, tu sais, dans le OK. sens que je veux en boire plus, goûter, puis avoir du feedback, puis en parler. Tu sais. Puis parce qu'il y a un élément de nouveauté. Mais je passe vraiment d'un à l'autre. vous êtes rendu avec combien de saveurs? Là, je suis en train de perdre le décompte, mais je dirais au moins une dizaine. Là. Ouais. Il y en a beaucoup. Une dizaine. Là, Ouais. là tu as 3-0. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Il y a 3 punch. L'original est light. Mais après ça, si tu dis le 355, mais, parce que les différents Oui. formats aussi, 350, 250. Il y a le match-up et l'hierba aussi, qui sont plus dans l'époque où on était plus plantes. Il y en a encore, mais on focus moins sur ça. Fait que ça en a fait, ouais, Wow. 10-12. Tu peux pas en prendre une saveur par Et jour. on est parti avant, il y en avait, comme justement, quand je t'avais Ouais. il y en avait 2. Là. C'était Exact. comme Ouais, l'original c'est Guru Light. Ça l'a innové. Tu sais, en réalité, c'est que Red Bull, c'est la même chose à ce moment-là. Ouais. C'était Red Bull Light, puis Monster, il y avait la canette verte, puis la canette blanche. Ouais. Mais là, tu rentres dans un dépanneur. T'as tout. Capoté. Quasiment trop, là. tu sais. Mais c'est que le consommateur. Mais c'est veut. ça qu'on veut. Fait. C'est ça. Le consommateur veut explorer les affaires. Cool. Fait que là, on est rendu à notre fameuse clôture, en fait. Ben, merci, Carl, d'avoir pris le temps. C'était un plaisir. On est super content d'avoir eu la chance d'être dans vos bureaux à Montréal. Une belle dynamique, honnêtement, qu'on a pu voir à travers notre heure et demie qu'on a été ici. Ouais. Carl, c'est où qu'on peut te retrouver sur les médias sociaux? Si quelqu'un a le goût de te poser une question, est-ce que tu es ouvert à ça? Est-ce qu'on peut retrouver Gourou où sur, je présume, Instagram, LinkedIn, Facebook? Ben, c'est sûr qu'il y a le compte de Gourou. Là. Honnêtement, il n'y a pas un message qui a Probablement. envoyé au message qui ne sont pas répondus. Moi, personnellement, LinkedIn, c'est probablement le plus facile. C'est là que je fais le plus business. Exact. Mes médias sociaux personnels, je les garde plus pour amis. Tu sais, je n'essaie pas de devenir un influenceur. Mais sur LinkedIn, je suis quand même très actif, fait que c'est facile pour moi. Puis, ben, merci tout le monde de nous avoir écoutés aujourd'hui. N'hésitez pas de nous dropper un like, commenter. Venez nous voir dans le local aussi pour nous donner vos feedbacks. On serait super contents. Goûter les gourous. Ouais. On va éventuellement avoir des nouvelles gourous qui doivent s'en venir. Potentiellement. On va s'arranger avec Seb. Puis, ben, merci de tout le monde de nous avoir écoutés. Merci. Merci beaucoup.